on a une équation de dérivée partielle, donc qui est, je modifie par rapport à ce que j'avais mis au tout départ, qui est celle-ci. Vous allez voir ce qui se passait avec l'autre. Donc d rond f sur d rond x égale x. Donc on impose ici à x d'être positif. On se place là-dessus. R plus étoile croix R. Bon. Vous allez voir un peu pourquoi. Alors, et donc on disait de passer en polaire. Donc passer en polaire, ça veut dire qu'on va faire un changement de fonction. On va poser x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Donc là, votre fonction f de xy, qui va donc s'écrire f de r cosinus θ, r sinus θ, on la transforme en une fonction g qui dépend de r et de θ. Et l'idée, c'est de transformer cette équation en dérivée partielle en une équation en dérivée partielle qui porte sur g. Donc pour ça, on applique le résultat qu'on a vu sur la règle de la chaîne et son corollaire. Donc là, c'est plutôt le corollaire. Donc on calcule d rond g sur d rond r. Voilà, bon, je le calcule, mais celui-là, il va servir à rien. Est-ce qu'il va servir? Non, il va servir à rien, lui, mais ça ne fait rien. Donc, d rond g sur d rond r en rθ, ça vaut. Donc là, vous dérivez par rapport à r, qui est situé aux deux endroits ici. Donc, si je regarde d'abord celui-ci, je dérive ça par rapport à r, donc il me sort un cosinus. Et comme ici, je suis par rapport à la première variable de f, donc je fais apparaître d rond f sur d rond x, en r cos θ, etc. Plus la même chose par rapport à ma deuxième variable. Donc là, j'ai un sinus θ, d rond f sur d rond y, r cos θ, r sinus θ. Voilà. Donc ça, en fait, ça ne va pas nous servir à grand-chose. On verra après pourquoi. Et puis, je fais la même chose par rapport à θ. Donc, je regarde où est-ce qu'il y a du θ. Ben, il y en a partout. Donc, d'abord, ici, j'ai r cos θ. Donc, quand je dérive ça par rapport à θ, j'ai moins r sinus θ, d rond f sur d rond x, parce que ici, je suis placé en première variable, plus, là, je dérive par rapport à θ, j'ai r cosinus θ, d rond f sur d rond y. Voilà. Et je vous rappelle, j'avais fait ça en cours. À l'aide de ça, vous pouvez isoler d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y pour les exprimer en fonction de d rond g sur d rond r et d rond g sur d rond θ. Donc pour ça, il faut multiplier une par ça. Pour isoler d rond f sur d rond x, il faut éliminer d rond f sur d rond y. Donc vous faites un peu comme du Gauss, quoi. C'est-à-dire celle-ci, vous la multipliez par r cos θ, celle-ci par sinus θ, et puis vous soustrayez. Bon, donc j'avais fait ça. Et ensuite, j'avais remis ça dans les quadifs, mais celles que j'avais mises au début, où j'avais inversé ici. Là, j'avais mis dans le début, j'avais mis x ici. Si vous regardez l'énoncé que je vous ai envoyé la première fois, j'avais mis ça et ça. Et quand j'ai fait mon changement en polaire, je tombais sur une équation qui ne se simplifiait pas du tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai vérifié la source de mon énoncé et je me suis aperçu que je m'étais trompé en recopiant. Donc, c'est ça qu'il faut mettre. Et ça, il suffit d'ouvrir les yeux. Regardez ce que vous avez là. R cos θ ici, c'est x. Et ça, c'est y. Donc, quand vous passez en polaire, et c'est ça qu'il faut retenir dans ce petit exercice, quand vous posez g de rθ égale ça, eh bien, d rond g sur d rond θ, c'est moins y d rond f sur d rond x, plus x d rond f sur d rond y. C'est-à-dire que c'est exactement l'expression que vous avez dans votre équation de dérivée partielle, enfin le membre de gauche. Et donc, donc ça y est, c'est fini. Donc, il suffit d'avoir vu ça pour en déduire que votre équation, alors si on l'appelle E, l'équation, donc si je la réécris, x d rond f sur d rond y moins y d rond f sur d rond x, c'est en fait d rond g sur d rond θ. Voilà. Alors, quand vous évaluez ça en r cos θ, etc., etc.
Donc l'équation E, elle est donc équivalente à d rangé sur d rond θ égale x, c'est-à-dire égale r cosinus θ. Voilà. Donc le x, on oublie. On en déduit. Donc d rangé sur d rond θ égale r cosinus θ. Donc comment est-ce qu'on intègre cette fonction-là, hein? Là, vous avez dérivé par rapport à θ. Donc on intègre uniquement par rapport à θ. Donc on en déduit que g de rθ égale, donc j'intègre ça par rapport à θ, ça me donne du r sinus θ. R, vous le voyez comme une constante, plus une constante, enfin plus une constante par rapport à θ. Donc une constante par rapport à θ, c'est une fonction phi qui dépend que de r. Comme quand on cherche des fonctions, des solutions de dérivées partielles, il faut que la fonction f soit de classe C1, donc que la fonction g soit aussi de classe C1, et donc ici, il faut que phi soit C1. Et ensuite, vous revenez à f. Donc f de xy, ça vaut ça, r sinus θ, c'est y, plus phi, qu'est-ce que ça vaut r quand on est en polaire? Ça vaut racine de x2 plus y. Et donc phi, c'est une fonction, alors x, je vous rappelle, il est strictement positif, hein. Donc phi, c'est une fonction qui va être définie de r plus étoile dans R, qui sera de classe C. Voilà. Alors ça peut être n'importe quoi, phi, hein, de R plus étoile dans R de classe C1. Ça peut être log de 1 plus x si vous voulez, ou même log. Hein. Ça peut être le log, là, vous pouvez mettre du log, de l'exponentiel, du cosinus, du sinus. Enfin, il faut bien voir que toutes les fonctions de cette forme-là, où vous mettez phi, fonction inconnue, donc vous mettez ce que vous voulez comme fonction phi, et en mettant n'importe quoi comme fonction phi, vous aurez une solution de l'équation dérivée partielle. Voilà. Donc ça, c'est classique. Quand vous faites un changement de variable dans une équation dérivée partielle, le but, c'est d'obtenir à la fin une équation dérivée partielle beaucoup plus simple qu'on peut résoudre, qu'on peut intégrer. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez fait des erreurs de calcul, ou alors c'est que votre changement de variable n'est pas bon. Ou alors que l'énoncé, il y avait une petite erreur au début. Voilà. Vous avez compris là le principe d'intégration des dérivées partielles? Alors, pour vous entraîner à ça, on va faire l'exercice 5. Hein. L'exercice 5, il est tout bête, mais ça permet de comprendre bien ce mécanisme. Donc là, il y avait quatre dérivées partielles, enfin des équations toutes bêtes aux dérivées partielles, et on demande de les intégrer. Parce que vous l'avez peut-être fait, c'est un petit peu l'exo 5, c'est pas très difficile. Hein. Il y en a qui ont cherché ça, qui ont trouvé des choses. Bon, ça, c'est pas compliqué, ça. Comment vous intégrez ça? Encore une fois, hein, intégrer une équation dérivée partielle, ça se dit hein, d'ailleurs, le terme intégrer une équation dérivée partielle. Donc là, votre dérivée partielle, c'est uniquement par rapport à x. Donc en fait, vous intégrez par rapport à x. Donc ça veut dire que vous cherchez une primitive de ça, de cette fonction-là, vue comme une variable en x. Donc f de xy va être de quelle forme? Donc ça, par rapport à x, c'est une constante. Donc c'est une primitive d'une constante. Primitive de petit a, c'est a fois x. Donc vous ajoutez x. Primitive de x carré, x cube sur 3. Et puis on rajoute une constante. Et c'est là où il faut être un petit peu vigilant, c'est qu'on ajoute une constante par rapport à x. Donc quelque chose qui est constant par rapport à x, ça veut dire que ça ne dépend que de y. Donc on rajoute une fonction de y. Vous pouvez l'appeler phi, etc. ou grand A. Donc grand A, ça va être une fonction de y, donc ici, qui est définie de R dans R, hein, et puis qui sera de classe C1, puisqu'on veut que on cherche en général des fonctions de classe C1. Hein, les équations dérivées partielles, les fonctions, il faut qu'elles soient de classe C1. Et après, on peut vérifier qu'effectivement, là, la fonction, c'est bien une fonction qui est classe C1 sur R2.
ça c'est polynomial en xy, ça c'est polynomial, et puis là vous avez une fonction qui est la composée, hein, là il n'y a que y, mais encore une fois, y c'est une fonction de xy, mais ça dépend que de y. Donc qui est polynomial en xy, et on compose par a qui est de classe C1, donc tout ça c'est de classe C1, etc. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on résout des petites équations dérivées partielles. Après changement de variable, on se ramène souvent à des équations de ce type-là. Donc on peut continuer comme ça rapidement. La suivante, il manquait une petite parenthèse, c'est donc 1 plus x2. Donc là, vous voyez bien, encore une fois, on dérive par rapport à x. Donc y, vous le voyez comme une constante. Donc là, c'est comme si vous aviez une constante sur 1 plus x2. Donc une primitive de ça par rapport à x, c'est cette constante fois une primitive de 1 sur 1 plus x2, donc arctangente de x. Plus quelque chose qui ne dépend pas de x. Hop, on remet notre a de y derrière. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, vous voyez, hein, c'est pas. Alors après, il y a là où ça va devenir un petit peu plus. C'est pas plus compliqué, mais il faut être un peu plus vigilant, c'est avec les dérivées partielles secondes. Donc là, j'efface ça. Donc petit c, donc là, j'ai 2 fois la même. Donc je dérive par rapport à x 2 fois. J'obtiens y2. Bon, bah, on y va par étapes. Hein. Donc j'intègre une première fois. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai une fonction. Hein, quand je l'ai dérivée par rapport à x, j'ai trouvé y2. Donc, ça veut dire que cette fonction-là, vous pouvez mettre xy hein, ici, cette fonction-là, elle s'écrit xy2. Quand vous dérivez ça par rapport à x, vous tombez bien sur y2. Plus une fonction qui dépend que de y. Donc, petit a de y. Où a est une fonction qu'on doit dériver au moins une fois, donc il doit être de classe C1. Bon. Même de classe C2, si on veut que tout soit classe C2. Bon, alors ensuite, je continue. Donc, j'ai ici une fonction qui, quand je la dérive par rapport à x, me donne ça. Donc, je vais intégrer ça par rapport à x. Donc, y2, on le voit comme une constante. Donc, j'obtiens y2 x carré sur 2. Ça, c'est une constante. Donc, une constante, quand j'intègre par rapport à x, c'est la constante fois x, plus une constante qui dépend que de y. Donc, j'ai une nouvelle fonction b. Et voilà, j'ai toutes mes fonctions f qui sont solutions de cette équation aux dérivées partielles. Bon, équation très simple, mais vous voyez un peu comment ça marche. Donc là, il faut rajouter que A et B doivent être de classe C2 hein, pour pouvoir affirmer que F est de classe C2. Donc, elles sont de classe C2 de R dans R. Et du coup, F est une fonction de R2 dans R qui est de classe C2 par opération sur les fonctions de classe C2. Voilà. Bon, et puis alors on peut terminer avec le petit d. Donc c'est un peu la même chose. Donc là, je sais plus si c'est ça. Donc petit d, vous avez ça. Là, c'est 1 plus y. Donc là, de nouveau, on a une. Donc là, on suppose, encore une fois, hein, vous supposez que la fonction est classe C2. Donc comme la fonction est classe C2, d'ailleurs, on pourra inverser, là, s'amuser, voir ce que fait le théorème de Schwartz. Bon, donc ici, je vais respecter l'ordre. Donc ça, c'est la dérivée partielle par rapport à y de la dérivée partielle par rapport à x. Donc je vais d'abord intégrer par rapport à y. Donc si j'intègre par rapport à y, j'en déduis que d rond f sur d rond x, donc en xy, hein, vous pouvez rajouter si vous voulez. Donc ça, je l'ai dérivé par rapport à y. J'ai une expression ici qui, dérivée par rapport à y, me donne ça. Donc une primitive de ça par rapport à y, c'est y plus y carré sur 2, plus une fonction de x, a de x. Et ensuite, j'intègre par rapport à x. Donc quand j'intègre par rapport à x, j'en déduis que f de xy vaut
Donc ça c'est comme une constante par rapport à x. Donc ça devient cette constante fois x, plus, alors là, là j'ai une fonction grand A. Hein, je cherche une primitive de petit a. Donc je vais l'appeler grand A, plus, donc comme j'intègre par rapport à x, j'ai une fonction qui dépend de y. On va mettre petit b. On va mettre grand B, allez, grand B de y. Donc, où cette fois, où A, c'est une primitive de petit a. Mais bon, à la fin, on s'en fiche, parce que A, c'est une fonction quelconque, quoi. Donc, A, en fait, après, A et B doivent être de classe C2, hein, définis de R dans R, de classe C2, et puis voilà. Et du coup, ma fonction F sera bien de classe C2. Alors, juste pour regarder ce que ça donne, si j'avais inversé l'ordre d'intégration, parce que normalement, ma fonction qui est là, elle est classe C2, et le théorème de Schwartz, il est important, le théorème de Schwartz ici. Bon, je vais peut-être regarder là. Donc, le théorème de Schwartz, il vous dit, si votre fonction est de classe C2, D2F sur D rond X, D rond Y, c'est D2F sur D rond Y, D rond X. Peu importe donc le sens de dérivation par rapport à X et Y ou l'inverse. Donc, normalement, ma fonction, mon équation de dérivée partielle, c'est la même si j'inverse X et Y. Donc, j'aurais pu partir de ça. Et donc, si je pars de ça, qu'est-ce que je trouve? Alors, donc j'efface ça. Donc là, ça veut dire que je dérive par rapport à x et j'obtiens ça. Donc, ça veut dire que la dérivée partielle par rapport à y, quand je l'ai dérivée par rapport à x, j'ai obtenu ça. Donc ça s'écrit 1 plus y fois x plus une fonction de y. Voilà, donc une fonction de y, je peux l'appeler petit b de y. Et ensuite, donc b, c'est une fonction quelconque hein, qui va être dérivable, donc continue, etc. Qui doit être de classe C1, puisque cette fonction-là, elle doit être de classe C1. Et ensuite, je dérive, j'intègre par rapport à y. Donc, quand j'intègre par rapport à y, donc ici, j'ai 1 fois x, où je cherche directement une primitive de 1 plus y, x c'est une constante. Donc, ça me donne mon y plus y carré sur 2 fois x, plus, là, je vais avoir une primitive de y, plus une fonction de x, que je vais appeler grand A. Donc, si vous regardez bien, vous avez bien la même expression que là, sauf que vous n'avez pas fait apparaître les fonctions A et B en même temps, etc. Mais à la fin, vous avez bien une fonction de y, une fonction de x. Vous aurez même pu changer de nom, hein, ça, on s'en fiche, puisqu'elles sont quelconques, hein, vous leur donnez tout. A et B sont quelconques, vous avez une infinité de solutions hein, de cette équation dérivée partielle. L'important, c'est que A et B soient de classe C2 pour être sûr que ma fonction f est de classe C2 sur R2 tout entier.